Les négociations avec le FMI, la restructuration des banques ainsi que le budget 2026 avec Nicolas Chamas qui est secrétaire général des organismes économiques au Liban. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Chamas. Merci beaucoup, Monsieur Matta, pour votre invitation. À ce stade, les signaux ne sont pas encourageants concernant l'approche du gouvernement sur la loi du gap financier et la restructuration des banques, fondée essentiellement sur les directives du FMI. Le gouvernement insiste pour revenir à la case de départ dans la qualification de la crise actuelle, alors même que le ministre des Finances, Hassim Jaber, a informé les participants que l'exécutif reconnaît désormais que la crise que traverse le Liban est une crise systémique. Êtes-vous d'accord pour dire que les choses ne sont pas rassurantes à la lumière des réunions et à l'approche concernant la loi du gap financier? Oui, je suis d'accord et je vais m'exprimer en mon nom Mhm, personnel parce que le sujet est ultra sensible et je ne voudrais pas engager l'ensemble des organismes économiques. Je suis d'accord avec votre introduction, Monsieur Matta. En fait, le FMI nous demande de réviser la loi qui avait été votée, qui a trouvé un consensus dans le pays. mhm. Il y avait, si vous vous rappelez, un petit comité, c'est-à-dire les deux ministres concernés, économie, finances, puis le gouverneur Yacine de la Banque Jaber et centrale. Ahmed Absat ainsi Exactement. que Monsieur Ensuite, Karim Saïd. le gouvernement a adopté ce texte qui a également été voté au Parlement et approuvé par le président, publié au journal officiel. Il y a eu même un recours devant le Conseil constitutionnel qui a validé la loi quasiment dans son ensemble. Donc le FMI est revenu avec une copie de 24 amendements qui sont proposés. Et maintenant, les amendements deviennent quasiment des dictats sur une loi qui ne contient que 37 articles, c'est-à-dire 2 tiers des articles sont en jeu. Alors, il y a certains amendements qui sont, disons, de nature pratique. Je vais donner un exemple. La haute commission bancaire comporte 2 chambres. Dans la seconde chambre, qui est en charge, disons, de solutionner la crise actuelle, il y avait 8 membres. Ok. Les 2 derniers membres, l'un d'eux représente l'institution de la garantie des dépôts. Et donc, il était normal que de loin ou de près, les déposants soient présents à la table. Le FMI a refusé cela sous prétexte que les banques Mhm, possèdent une grande partie du capital de cette institution. Mais surtout, en ce qui nous concerne, les organismes économiques également proposaient une liste de laquelle le gouvernement choisirait un représentant du secteur privé. Et ceci aussi, le FMI l'a refusé. Alors naturellement, c'est une source de frustration pour nous. mhm. C'est clair. Comment est-il possible que le secteur privé, qui est le premier utilisateur des banques, parce que tous nos comptes sont dans les banques, les comptes d'épargne, Mhm, les comptes courants, les comptes où nous payons nos salaires le aux salaire. salariés, tout ce qu'il y a comme facilité bancaire, les crédits, tout cela, ça Mhm, fait de nous le premier utilisateur du secteur bancaire du pays. Alors nous avons naturellement un avis à donner, mhm, mais le FMI a estimé qu'il serait mieux que nous soyons mhm, absents. Donc c'est quelque chose mhm, d'inacceptable. Un autre type, disons, de problème, c'est que dans la loi, le FMI propose que vous n'ayez une possibilité en tant que banque de réclamer une seconde évaluation, sauf s'il y a une erreur factuelle ou matérielle. mhm. C'est-à-dire qu'elle restreint énormément le Sans recours. champ du recours Mhm, à une seconde évaluation. Mais le plus grave de tout ça, c'est que vous n'avez pas le droit, même s'il y a une décision de liquidation qui a été prise à l'encontre d'une banque, cette banque n'a pas le droit de saisir une quelconque instance judiciaire au Liban sous aucun prétexte, mais elle a le droit d'aller voir les modalités de la liquidation, mhm. mais pas la décision de la liquidation, Euh, alors même que le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait élargir, disons, la base des recours pour protéger mhm, les droits constitutionnels mhm. des citoyens. Donc c'est un grave problème et je ne comprends pas comment le gouvernement a pu voter vraiment sans coup férir sur tous ces amendements. Maintenant, la loi est devant le Parlement et nous espérons que les députés pourront veiller sur, disons, le minimum de souveraineté nationale économique, parce que Mhm. c'est de cela qu'il s'agit. Mais plus grave encore que cela, Monsieur Matta, et là vous avez fait allusion à ça,
la question de la crise systémique. C'est ça, si vous permettez. Allez-y. La crise actuelle diffère des précédentes puisqu'elle touche l'ensemble du système bancaire, notamment depuis que la Banque du Liban est devenue elle-même un élément du problème. Cela en a fait une crise systémique qui exige des lois, des mesures exceptionnelles très différentes des réponses apportées aux crises bancaires classiques. Donc, pour ceux qui refusent encore d'admettre cette réalité, que leur répondez-vous? Je leur rappelle que la réalité est évidente. Parce que rappelons-nous comment la crise a commencé. C'était d'abord une crise politique. Elle est devenue financière avec le déficit chronique du budget de l'État et un endettement en roue libre. Ensuite, nous avons été vers une crise monétaire, économique, bancaire. Donc, le dernier maillon de la chaîne est la crise bancaire. Ça, c'est de un. Donc, c'est une crise nationale avant même d'être systémique. En second lieu, si vous regardez la description d'une crise systémique par le FMI lui-même, c'est-à-dire quand les institutions financières sont en situation de cessation de paiement, toutes, sans exception, c'est-à-dire que nous sommes devant une crise systémique. Ensuite, regardez l'ampleur de la crise, M. Matta. Nous parlions d'une crise qui représente 3 fois le PIB du pays et qui touche tous les déposants, toutes les banques, toutes les entreprises du secteur privé, tous les foyers libanais. Ça ne peut être qu'une crise systémique. Et là, ce n'est pas une différence de vocabulaire. Le Fonds monétaire international sait qu'une fois qu'il aura admis, de caractériser la crise en systémique, il faudra alors faire assumer à l'État une partie de ses responsabilités et elles sont très grandes. Mais si la crise est systémique, comme les acteurs eux-mêmes l'affirment, comment peut-on traiter avec cette crise par des lois ignorant sa nature? Je pense qu'il y a de la mauvaise foi dans tout cela, parce que des recherches ont été faites par donc, certains experts. Sans exception, M. Matta, quand il s'agit d'une crise systémique, vous devez avant tout, débarrasser le système financier, disons, le purger de certains abus. Et c'est ce que le gouverneur de la Banque centrale essaie de faire en essayant de supprimer, certains postes financiers qui n'ont pas lieu d'être, par exemple, de l'argent qui est illégal, qui est des biens mal acquis, etc., pour réduire un peu la voilure. Au lieu de cela, le Fonds monétaire international est en train de se diriger et voudrait se diriger vers la suppression pure et simple des fonds propres de toutes les banques, immédiatement avant de commencer le travail, sans exception et d'une façon indiscriminée. Donc une petite banque, une grande banque, une banque qui est plongée jusqu'au cou dans la dette souveraine ou une autre qui ne l'est pas du tout, vous mettez tout le monde à la même enseigne et vous réduisez leurs fonds propres à zéro. C'est du jamais vu. Réduire les fonds propres à zéro, c'est donc réduire les dépôts des déposants à zéro. Quand vous les réduisez à zéro, les banques sont donc quasiment en faillite. À ce moment-là, vous savez que la loi libanaise leur garantit un montant dans l'institution de la garantie de dépôt. Les 75 c'est-à-dire à peu près 800 dollars. C'est quelque chose c'est une folie furieuse. Tout cela pour éviter à l'État de contribuer. Et la contribution de l'État, je dois le rappeler, vraiment, c'est indispensable. L'article 113 du Code de la monnaie et du crédit oblige l'État à venir à chaque fois qu'il y a un trou ou un déficit à la banque commerciale, à la banque centrale, de venir combler ce déficit. Il faut bien discuter de l'article 113, mais quelle est l'importance d'inscrire dans le préambule de la loi sur le gap financier et la restructuration des banques qu'on fait face à une crise systémique? Et comment cette qualification influence-t-elle les solutions à proposer? Voilà. Une fois que vous avez dit cela, vous devez mettre de côté ce qu'ils appellent la hiérarchie, disons, des responsabilités. Parce que vous vous retrouvez donc à l'intérieur d'une banque. Si ce n'est pas une crise systémique, M. Matta, vous fermez la porte de la banque et vous commencez par, disons, en cascade. Les premiers responsables sont les actionnaires, ensuite les prêteurs et ensuite, en fin de compte, les déposants. Quand c'est une crise systémique, il y a 2 étages au-dessus. Il y a la banque centrale
et il y a l'État L'État. libanais. Donc, le FMI est en train vraiment de tout faire pour éviter à l'État d'assumer de quelconques responsabilités. Mais l'État lui-même, naturellement, il y a de grosses responsabilités qui lui incombent, et de même à la Banque centrale. Mais la Banque centrale, à cette différence près, qu'elle n'est pas en train de nier, vous voyez, les engagements financiers qu'elle a. Chaque 2 fois par mois, comme vous le savez, la Banque centrale publie ses comptes et rappelle qu'elle doit aux banques commerciales à peu près 83 milliards de dollars. Donc elle ne se dérobe pas à ses responsabilités. Vous voyez? Mais il y a l'État et avec lui le FMI voudrait effacer tout cela parce que l'idéal pour eux, c'est un client souverain qui n'a pas d'autres obligations à part la leur, c'est-à-dire les 3 ou 4 malheureux milliards qu'ils vont nous prêter. Et en face de cela, ils vont déclencher un cataclysme financier. Parce que ce n'est pas quelque chose... Hein, exactement, c'est une catastrophe parce que c'est un effet miroir. Si vous supprimez les 83 milliards de la Banque centrale, vous devez supprimer en face les 83 milliards de dépôts dans les banques commerciales. Donc, c'est quelque chose de cataclysmique qui n'est pas supportable. Si vous permettez, bien que le ministre des Finances, Yassine Jabber, reconnaisse oralement que la crise est systémique, cette reconnaissance n'a jusqu'à présent été traduite dans aucun texte écrit, ni dans la loi sur le gap financier, ni dans celle sur la restructuration bancaire. Alors même que le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, avait déjà confirmé cette qualification dans l'une des principales analyses juridiques. Comment protéger les dépôts de déposants face à une crise systémique? Il faudra continuer à s'imposer de toutes les façons possibles. La première de ces façons, M. Matta, c'est la décision qui avait été rendue par le Conseil d'État libanais. La première juridiction administrative, la première cour, la plus haute autorité administrative du pays, qui a clairement parlé d'une crise systémique et de la responsabilité de l'État. Ils disent noir sur blanc que la responsabilité de l'État est la toute première vis-à-vis de la dilapidation des dépôts. Donc ils établissent une relation directe entre l'État qui a mis la main sur ces dépôts d'une façon illégale, et ceci déjà nous conduit également à une crise constitutionnelle parce que l'article 15 de la Constitution prévoit la protection de toutes sortes de propriétés privées, dont les dépôts. Donc la première arme est l'arme légale, et ça c'est naturellement un tribunal libanais qui l'a dit. D'un autre côté, il y a donc cet argument économique qui est en train d'être porté par la Banque centrale et par la communauté économique, parce que la communauté économique sait qu'il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas de sortie de crise possible sans un secteur économique, un secteur bancaire qui soit fort. Et aujourd'hui, si vous venez tout simplement, sans aucune autre forme de procès, rayer les capitaux des banques, il ne se trouvera personne pour les recapitaliser. En plus de cela, M. Matin, il y aura une marée de litigation et de recours judiciaires contre l'État libanais et contre la Banque centrale. Et avec cela, il y aura les relations avec les banques au Liban et les banques correspondantes souffriront ou même seront quasiment coupées. Le gouvernement insiste sous les recommandations du FMI pour ne pas qualifier la crise de systémique afin d'échapper à ses responsabilités dans la prise en charge des coûts et des dettes. Dettes qui ne sont en réalité que les créances de la Banque du Liban envers les banques et donc le dépôt des déposants. Êtes-vous d'accord avec cette lecture? Je suis d'accord pour continuer la lutte et heureusement qu'il n'y a pas eu de loi qui soit adoptée quelques années plus tard, mais qui aille à l'encontre du bon sens économique et qui aille à l'encontre des intérêts des déposants. En tant qu'instance économique, nous avons toujours dit que notre priorité absolue, c'était la protection des dépôts, parce que nous savons que si jamais cette crise est mal solutionnée, c'est-à-dire au détriment des déposants, la confiance est perdue pour 50 ans dans le système bancaire. Alors qu'au contraire, s'il y a une sortie de crise honorable, même si elle est graduée dans le temps, si on trouve les moyens, et les moyens, nous pouvons les trouver, de restituer, disons, des montants sur quelques années, je pense que la crise sera derrière nous. D'ailleurs, l'expérience internationale
montrent que dans ce sens, c'est-à-dire en Grèce, à Chypre ou ailleurs, les déposants sont prêts, disons, à oublier, à pardonner même, une fois qu'ils ont recouvré une grosse partie de leurs droits. Et nous pouvons faire ça au Liban. Et la confiance revient en moyenne dans les 2-3 ans. 2-3 ans après avoir, disons, mis en place le plan de restitution des dépôts, la conscience peut être rebâtie rapidement. Mais en contrepartie, si jamais les dépôts sautent, si jamais les déposants perdent, disons, leurs droits, il n'y a aucun moyen de rétablir la confiance. Et il faut souligner, M. Matta, qu'il y a deux moyens de perdre les dépôts. Soit directement en les rayant, soit indirectement en mettant les banques en faillite. Donc, les deux chemins mènent au même Au même résultat. résultat. Parmi les nouvelles innovations imposées par la famille figure la proposition faite par le ministre des Finances lors de sa dernière réunion avec l'Association des banques, réaliser un audit rétroactif des comptes bancaires sans critères définis dans le but de procéder à un classement supplémentaire des dépôts. L'objectif implicite serait de trouver des motifs non scientifiques ni juridiques pour reclasser les dépôts et en annuler une partie. Le gouvernement, à la demande du FMI, cherche ainsi à réduire coûte que coûte la taille du gap financier, ce qui signifie mécaniquement effacer davantage de ces dépôts. Ce point soulève des questions fondamentales sur le rôle de la commission de contrôle des banques au cours des dernières années, une instance présidée par Samir Hamoud, aujourd'hui conseiller du ministre des Finances. Où était donc la commission de contrôle des banques durant ces années? C'est une question qui est tout à fait légitime parce que vous savez qu'elle veillait de très près sur, disons, la bonne marche du secteur Mhm, bancaire et je peux dire qu'il validait constamment mhm, l'ingénierie financière, la dette souveraine, les eurobonds, tout cela était validé mhm, constamment par la commission de contrôle des mhm. banques. Et aujourd'hui, Donc elle devrait être interrogée. c'est très facile aujourd'hui de dire a posteriori Mhm, qu'il y a des irrégularités ici et là. mhm, Mais absolument, où étiez-vous? Au mhm, contraire, il y avait une sorte d'encouragement, il y avait une sorte de canalisation vers, disons, des souscriptions mhm, dans les instruments mhm, financiers de la Banque centrale et de l'État. Donc aujourd'hui, c'est très facile de retourner la veste et ce n'est pas acceptable. Parce qu'aujourd'hui, il y a quatre parties qui sont en jeu et qui sont responsables. On parle naturellement toujours de l'État, de la BDL et des banques, mais il faut aussi reconnaître la gravité de la responsabilité de la commission de contrôle des banques. On mhm. ne peut pas venir aujourd'hui se disculper ou venir faire jouer le jeu de la Vierge effarouchée. Ça ne passe pas. Le secteur bancaire, malgré le poids de la crise, reste convaincu que la coopération constructive avec les autorités est la seule voie vers les solutions réalistes, préservant les droits des déposants et assurant la pérennité du secteur. Quels sont les principaux principes logiques à appliquer pour protéger ce qui reste du secteur bancaire, sauvegarder les dépôts et garantir une reprise économique future? Ouais, je pense que l'approche du gouverneur de la Banque centrale est la bonne. Hmm. C'est à trois niveaux. Le premier niveau, essayer de réduire la voilure et purger le système des irrégularités Hmm. dont il a parlé pour essayer d'équilibrer le bilan de la Banque centrale, c'est-à-dire de baisser d'à peu près de 83 milliards à 50 milliards. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'établir des priorités. Naturellement, tous les déposants ont les Hmm. mêmes droits, Hmm. mais il y a les droits, il y a les priorités. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut commencer par les 100 ou 150 000 dollars pour la majorité donc, des déposants qui constituent à peu près 85% de la totalité. Ceux-là seront mis en priorité. Et il y a des idées qui sont données là, comme quoi, disons, ils recevraient, disons, un montant immédiat d'à peu près 30% ok, de leur dépôt, et le reste serait, disons, établi ou gradué sur 3-4 ans, et ce serait payé 60% par la Banque centrale et 40% par les banques. Ça, c'est une première proposition. Mhm. Après cela, tout ce qui est au-delà de 100 000, ce serait étalé sur plutôt 5 ans au lieu de 3 ans. Et là, on parle des premiers 100 000 dollars qui seraient supportés à parité, 50% par les banques, 50% par la BDL. Et tout ce qui est au-delà des 100%, la question aujourd'hui est de leur donner des asset-backed securities, Mhm. c'est-à-dire des papiers financiers
qui sont adossés à des avoirs de la Banque centrale et pas l'État libanais, parce que l'État libanais n'est pas crédible, alors que la Banque centrale s'adosse sur beaucoup d'actifs, notamment l'or. Petite parenthèse, aujourd'hui, ce qui a changé vraiment le paysage, c'est la hausse vertigineuse des avoirs de la Banque centrale en or. Donc l'or nous a donné beaucoup d'oxygène, mais malheureusement, nous en profitons seulement sur le papier. C'est pour ça que les avoirs sont de 50 milliards et non pas de 25, comme c'était le cas il y a peut-être moins de 2 ans. Il faut essayer de profiter de l'or d'une façon ou d'une autre. Naturellement, vous et moi, nous sommes bien conscients de la loi de 1986, mais les lois sont faites pour être révisées. Certainement. Et non pas dans le sens d'une vente, d'une liquidation de l'or, mais d'un investissement, disons d'une location. De cette plus-value. Exactement. Il faut, le gouverneur dit « sweat the gold », c'est-à-dire que laisser l'or, non pas s'endormir dans les coffres-forts de la Banque centrale, mais essayer de courir un peu et assurer la liquidité qu'il faut. Nous sommes naturellement en besoin de liquidité. Et la roue économique ou la machine économique est grippée parce que nous manquons de liquidité. Vous êtes toujours convaincu qu'on fait face à une crise de liquidité et non de solvabilité? Je le pense. Nous sommes aujourd'hui, après, disons, avec la hausse de l'or et les 4 années, 5 années qui ont passé, je pense que nous sommes à mi-chemin entre la crise de liquidité et de solvabilité. Mais une fois que ce plan aura été mis en marche, je pense que nous irons vers une crise de liquidité classique qui sera beaucoup plus facile d'adresser en fin de compte. Donc, cette feuille de route est aujourd'hui quasiment établie. Il faut également quelque chose que vous et moi connaissons bien, faire la distinction entre la dette souveraine et la dette commerciale. Ça, c'est très important. OK. Ça également, et là, non pas une astuce, mais cette grande précision qui a été faite par la Banque centrale elle-même, en disant que voilà, il y a aujourd'hui ces acteurs différents. Il y a, disons, les détenteurs d'eurobonds, disons, à l'étranger pour la plupart. Il y a l'État libanais. Donc, il y a entre l'État libanais et ses porteurs d'eurobonds une relation souveraine. Parce que les eurobonds sont émis par le ministère des Finances libanais, par l'État libanais. Donc, on fait face à une dette souveraine. Exactement. Mais par ailleurs, la dette entre l'État et la Banque centrale, a fortiori entre la Banque centrale et les banques commerciales, est une dette commerciale. Et elle est faite sous la couverture de l'article 13. Pourquoi c'est aussi important de différencier entre les deux? Parce que la dette commerciale est un problème de la BDL et la dette souveraine est un problème de l'État. Le Fonds monétaire, depuis le début de la crise, et avec Lazare aussi, il insiste à regrouper les deux pour créer de la confusion et empêcher une bonne solution du problème comme ça devrait être le cas. En mettant un mur de Chine entre les deux, le gouverneur dit « Écoutez, laissez-moi tranquille avec ces questions des rebonds. Moi, j'ai simplement fait l'émission, j'ai fait le marketing pour le compte de l'État, c'est un problème de l'État. » Mais la différenciation a aussi un impact sur le ratio dette-PIB. Oui, certainement. Et en ce qui concerne le contrôle de la dette. Pour le FMI, regrouper les deux dettes, donc ratio dette sur PIB, le ratio va être aussi grand. Donc, on sent, M. Matla, que le FMI s'échine à noircir le tableau. C'est-à-dire, ils augmentent la dette en faisant l'amalgame entre le commercial et le souverain et en baissant le PIB. Aujourd'hui, le FMI est en train de parler d'un PIB de 20 milliards alors que la BDL parle de 28 et d'autres instances parlent de 40. Donc, en gonflant la dette et en baissant le PIB, vous rendez le ratio entre les deux cauchemardesque. On voit qu'ils sont en train de tout faire pour noircir le tableau. Alors que, donc voilà, en séparant les deux... Mais aussi, oui, permettez-moi. Non, simplement en séparant les deux dettes, il est plus facile donc de détricoter le problème et d'arriver à des solutions qui soient distinctes. Mais les chemins envisagés par le FMI, donc vous dites que c'est l'effacement des capitaux bancaires existants et la création de nouvelles banques pose une question cruciale. Qui remboursera les déposants? Mais c'est tout le problème. C'est pour ça que les déposants doivent être conscients
de la gravité de la situation et que si l'approche actuelle du FMI continue, nous allons droit dans le mur et les déposants avec nous. C'est pour ça que les déposants ne s'y sont pas trompés, M. Mattakan. Il s'agissait de débattre de la question des 16 milliards qui sont dus par l'État à la BDL. Les déposants sont descendus dans la rue devant la BDL pour dire que cet argent doit être restitué à la BDL. Plus la BDL est liquide, plus elle possède des moyens, plus l'État restitue la dette, plus les déposants ont des chances de recouvrer leur argent. Donc c'est pour cela qu'il faut que les déposants soient dans le camp des défenseurs de la BDL. Aujourd'hui, le meilleur ami, la meilleure garantie, le meilleur filet de sauvetage des dépôts, c'est la Banque centrale. C'est ça. La clé de la sortie de la crise réside dans le respect par l'État de l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit et dans la recapitalisation de la BDL pour combler son déficit. Vous avez bien mentionné au début de cette discussion l'importance de cette mesure. Quelle est l'importance de cette mesure? L'article 113? Oui. OK. L'article 113 est éminemment important, puisque ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et à chaque fois, vous vous rappelez qu'il y a certains beaux esprits qui disent oui, mais l'État, il n'y a pas eu de dette officielle ou quoi que ce soit. Ici, il y a le législateur qui, depuis 50 ans, a obligé l'État libanais à secourir la Banque centrale en situation de déficit. Il y a une estimation. De tout temps, on parlait de l'article 113 sans donner d'estimation. Aujourd'hui, si l'État avait appliqué cela en temps et en heure, la BDL aurait eu dans ses coffres à peu près 10 à 15 milliards de dollars en plus, ce qui nous aurait évité une énorme partie des problèmes actuels. Également, certaines personnes de mauvaise foi, certains responsables de mauvaise foi, vous disent oui, mais ça s'applique année par année. Ah bon? Depuis quand les comptes financiers s'arrêtent au 31 décembre et on remet les compteurs à zéro et on repart le 1er janvier? Mais c'est une foutaise. C'est quelque chose de cumulatif. C'est un processus qui ne s'arrête pas. Et la responsabilité de l'État, 10, 15, 20 ans plus tard, n'est pas annulée parce que la loi prévoit spécifiquement que l'État devra combler ce déficit. Nicolas Chamas, secrétaire général des organismes économiques au Liban, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Matta. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.